messieurs, bonsoir et bienvenue sur la Dan Broadcasting System et dans votre émission Le Monde ce jour. Opération épervier au Cameroun, cette opération, depuis son lancement en 2006, a fait beaucoup de valses et l'eau a coulé sur le pont. Il y a eu des arrestations, il y a eu des procès et parmi ces procès, des cas. Et parmi ces cas, Yves-Michel Fotso, qui certainement a été condamné selon les tribunaux de la République du Cameroun. Mais aujourd'hui, si la sentence judiciaire a été dite, il y a quand même d'autres voix qui ont à dire, à savoir ceux-là en principe qui ont des vérités. Aujourd'hui, nous recevons Jean Dantonnet, qu'on ne présente plus, qui est un expert en relations internationales, mais qui a aussi parcouru les dossiers de cette affaire et qui a commis un livre, J'ai compris Yves-Michel Fotso. Madame, monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue. Monsieur Jean Dantonnet, professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, l'une des questions que j'ai envie de poser à l'entame de cet entretien, c'est qu'est-ce que vous avez compris en Yves-Michel Fotso? Quand vous commettez ce livre, J'ai compris Yves-Michel Fotso. Non, écoutez, d'abord, j'ai commis au total 3 livres. Celui que vous avez là est le dernier, qui est un fascicule pour, en réalité, permettre à tout le monde de prendre un peu connaissance de la particularité de son cas. J'ai commencé par J'ai compris, et puis j'ai écrit Je plaide. Ensuite, les exigences de communication nous ont amené à produire le dernier sur les particularités du cas Yves-Michel Fotso. Oui. Je pense et le voici ici, c'est-à-dire vous avez commis J'ai compris, vous avez commis Je plaide, ouais. Et aujourd'hui les particularités. Voilà, qui est d'ailleurs en anglais et en français, qui se vend à 1000 francs, c'est important de le dire. Mais je pense que le temps des polémiques et des positions égocentriques est passé sur cette affaire, à mon avis. Ce qu'on attend un peu aujourd'hui, c'est davantage qu'il soit fait droit, sans doute à la vérité et sans doute à la demande de pardon, sans doute à l'exigence de grâce. Non, je pense que j'ai lu quelque part quelqu'un qui disait qui d'autre a compris, on a compris quoi. Je pense que poser simplement cette question supposait que la personne avait déjà elle aussi compris ce que je comprenais. En fait, il y a là-dedans quelque chose d'extrêmement profond que vous ne pouvez réaliser que en lisant l'autre livre, Je plaide. C'est quelqu'un que j'ai connu dans des moments extrêmement difficiles. Je l'ai connu au moment où il était prêt à se fracasser la tête sur un mur parce qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il ne réalisait pas très bien pourquoi et comment, après avoir rendu tant de services au pays, avoir fonctionné de la manière la plus patriotique, il s'est retrouvé dans une situation de privation de mouvement. Vous savez, pour un homme d'affaires de cette trempe-là, et à l'époque, vraiment, il montait. Le privé de voyager, c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est un entrepreneur, c'est un génie industriel qui avait déjà réussi à bâtir de solides relations d'affaires et même des affaires en Asie, en Afrique et en Europe. Ça, c'est important. Je ne veux pas dire qu'il est exceptionnel, mais quand même, c'était quand même un de nos meilleurs espoirs. Il le reste d'ailleurs, un de nos meilleurs espoirs industriels à cet âge. Et vous pouvez me croire ou pas, mais j'ai vécu ça dans ma chair. J'allais parfois le rencontrer, nous passions le temps ensemble et nous échangions des écrits toute la nuit lorsque
était à Yaoundé, lui à Douala. Et la même question revenait, c'est-à-dire que des gens venaient dire, des gens de l'extérieur, oui, mais il faut partir, il faut fuir, il faut, vous savez, non, quand quelqu'un est convaincu vraiment de sa bonne foi et de son innocence, vous ne sauriez l'amener à poser des actes qui peuvent, à la limite, plutôt donner droit à des soupçons. Non, pas du tout. Il n'était pas dans cette logique. C'est ça que je comprends simplement longtemps après vous avoir pris connaissance de toutes ces pièces qui sont rassemblées dans ce livre. Avoir compris, par exemple, la mécanique. Vous savez, au Cameroun, par exemple, maintenant, vous connaissez, on a eu beaucoup de cas de justice populaire qui étaient des erreurs. Quelqu'un se met à crier au voleur, et puis on assassine un pauvre innocent, un individu. Et ça, c'est quelqu'un qui vraiment a... je crois qu'il avait même à la limite un peu d'adoration pour le chef de l'État. Il voulait, vraiment, il tenait à honorer la confiance que le chef de l'État avait placée en lui. Et la compagnie l'a géré comme un bébé, à la limite comme un orphelin qu'on lui confie de faire grandir. Car à l'époque, nous sommes sous l'ajustement. Donc il a travaillé 3 ans sans subvention, ramené le déficit de 78 à 34 milliards, posé tas d'actes qu'il payait de sa poche en prenant dans ces sociétés. Alors, les gens disent toujours, mais comment, pourquoi il a fait ça? Mais il faut comprendre, il y a des patriotes. Moi, j'en suis un, monsieur. J'ai été à l'étranger dans des situations où j'étais prêt à donner mon bras pour défendre le drapeau. Je pense qu'à l'époque, ce que représentait la Cameroun Airlines, c'était très important pour nous tous. Et je pense, pour lui encore, c'était très important parce qu'il y a un triple titre. D'abord parce que c'était la Cameroun Airlines. Ensuite, de 2, parce que le chef de l'État le prenait comme son fils. Et d'ailleurs, je crois, il le prend toujours comme son fils. Les renseignements sont fiables. Et troisièmement, parce que la relation entre son père et le chef de l'État est une relation très spéciale, que lui, il avait la mission de défendre et d'honorer aussi. Ça, c'est fondamental. Donc, j'ai compris la personne qui, en face de moi, souffrait de toutes ces interrogations et de toutes ces inconnues. Voilà comment j'ai compris Michel Fosso. Mais tardivement, en réalité, j'ai toujours cru en son innocence, mais je n'avais pas ces pièces-là. J'ai cru en l'innocence de l'homme que j'avais devant moi, que je voyais, qui m'avait parlé avec conviction. Mais de là à avoir toutes ces pièces qui sont sorties vraiment de manière fortuite, parce qu'il répondait à une interpellation de notre compatriote, frère et excellent parlementaire, le député Martin Oyonnax. Voilà, j'ai compris pourquoi il souffrait tant dans sa chair. Vous comprenez qu'il souffrait tant dans sa chair, et vous avez dit quelque chose de très très important à l'entame, qu'aujourd'hui il est question de pardon, c'est le pardon qui est sorti dans notre mot. Il souffrait dans sa chair, sauf que dans les faits d'accusation, peut-être qu'on ne va pas revenir, parce que vous-même vous le dites à l'entame, que le droit a été dit, sauf que dans les faits d'accusation, il ressort des éléments, je ne veux pas dire qu'il accable, mais qui présentent une autre facette. Oui, je veux vous dire que c'est pour ça que le fascicule, que vous avez les particularités, en réalité vous apporte la démonstration du contraire. Vous savez, à quelques jours du Conseil de la magistrature, je voudrais dire que redire mon respect pour ce corps de métier. Vous savez, il ne faut pas faire le procès de notre magistrature, ni le procès d'ailleurs de notre gestion politique. Il faut s'en remettre à la sagesse du chef de l'État, qui est en réalité pas simplement au Cameroun, partout dans le monde. Le patron de l'exécutif est quand même le patron du calendrier politique, est le premier protecteur, gestionnaire des substrats des libertés individuelles, de la sécurité des citoyens. Il faut s'en remettre à la sagesse du chef de l'État
et sans doute, comme je l'ai dit, à la postérité pour apporter d'autres clarifications. Mais pour aujourd'hui... Ah, vous le dites dans les particularités. Oui, donc pour aujourd'hui, les particularités, c'est une démonstration de manière très simple, hein, avec des éléments qui permettent de le situer vraiment tout à fait à côté. D'abord, ce n'est pas un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui a géré avec son argent de sa poche, qui s'est sacrifié en gérant sans subvention et qui a répondu à un appel. C'est quelqu'un dont le système n'a pas façonné le destin, si vous voulez. Ce n'est pas simplement un fils de milliardaire, c'est un milliardaire par lui-même. Et Michel Fosso a été sur le point, même pas sur le point, il a bâti un empire pour lui-même. Alors, ce que les gens aiment souvent dire, oui, mais comment il a pu aller se mettre dans la broutille des politiciens, des sociétés d'État? Non. Moi, je le dis souvent et je le répète, avec toutes les positions que j'ai, si je suis invité dans les mêmes circonstances à défendre le drapeau du Cameroun, et la Cameroun, c'était le drapeau du Cameroun, je n'hésiterai pas à faire comme lui. Il y a des Camerounais comme ça, j'en connais. Et dans ces particularités, donc, on reste toujours dans la grille du pardon, peut-être d'une réconciliation. Vous avez dit aussi des choses très sensibles là que le chef de l'État du Cameroun certainement porte à cœur, comme son fils, comme lui le portait à cœur. Alors, vous dites quelque chose dans ces particularités. Vous évoquez une lettre je crois, du directeur du tribunal criminel spécial pour l'arrêt des poursuites. Alors, si il n'y a pas cette autre facette, pourquoi on est allé jusqu'à demander l'arrêt des poursuites et à vouloir payer, c'est près de 50 milliards, du moins rien que pour ce faire, parce qu'il y a quand même une double condamnation dans cette affaire aussi. Oui, mais je pense que ça rejoint un peu ce que nous avons eu du côté de la CBC. Vous savez, avant, vous savez, vraiment, je veux dire que le Seigneur est merveilleux parce que il prend le temps pour illuminer les gens, pour illuminer les intelligences. On a entendu la même chose quand on parlait de sa banque. Il avait fait ci, il avait fait ça. Mais, vous savez, personne ne vous montrera où il a signé un document de nature à l'accabler, où il a posé un acte réel, concret, matériel, de nature à soutenir ce genre de choses. Et je dois ensuite vous dire que on est parti, par exemple, dans le cas de la Cameroun Airlines, des accusations de 69 milliards à pratiquement 1,6 milliard. Et puis, ce n'est pas que les preuves n'existaient pas, mais il a fallu qu'on se donne le temps de les trouver. Et en attendant de les trouver, il fallait qu'on se débarrasse, que lui-même dise, écoutez, vraiment je suis prêt même à payer quelque chose pour arrêter certains autres dossiers, c'est trop à la fois. Mais je vous dis tout de suite, j'ai toutes les preuves, mais en attendant, pour ça au moins, écoutez, si c'est on parle de 109 milliards, 1,6 milliard, ça veut tout dire. Et c'est là où il faut avoir beaucoup d'humilité et à la fois un sens des généralités, si vous voulez. Je pense que dans tout ce qui a été fait à propos de cette opération épervier, nous avons deux attitudes. Lorsque je parle des particularités, je sors certainement le cas d'Yves Michel Fosso du Lot. D'abord pour son statut, ce n'est pas un fonctionnaire. Ensuite de deux, c'est quelqu'un qui a construit un destin propre et qui a volé au secours des institutions publiques. Le deuxième élément, c'est quand même que beaucoup de personnes sont concernées et que des erreurs judiciaires sont toujours possibles. C'est vrai, on peut trouver des fautes par-ci et par-là, mais vous savez, à un moment donné, la sagesse commande que quelqu'un comme Siam Siwe, qui est en prison depuis je ne sais pas combien de temps, je suis allé le voir 2 fois, je ne suis plus reparti parce que je n'avais pas le courage d'y aller.
C'est pas la même. Parce que vous n'avez pas le courage. Je n'avais plus le courage. Pourquoi? Parce que la prison l'a brisé. Et les jours qui ont suivi, j'ai passé mon temps à pleurer discrètement dans mon cœur. Je vois le père Ondondon sur une base quotidienne. J'ai lu les dernières déclarations d'Olanguena lorsqu'il est sorti de la Cour suprême. J'ai lu à peu près tout ce qui a été écrit sur Jean-Marie Tanumebara. Je connais le parcours de Polycarpe Abba. Vous savez, tous ces gens-là, y compris ceux qui sont morts en prison, Karl Diop Aron, Boto qui est mort, Angoula, Catherine Benaki qui est mort après. Vous savez, moi personnellement, en tant que citoyen camerounais, je dors très mal à penser à tout ce monde. Vous dormez très mal? Oui. Les raisons? Simplement parce que je pense que soit nous avons mal piloté un moment de notre histoire politique, sociale, économique, un moment important dans la relation entre la protection des biens de notre pays et le consensus social, ou les rapports entre citoyens et État, ou la définition même du patrimoine public, ou l'idée même de justice dans l'intérêt du peuple camerounais. Et pour tout cela, je dis aujourd'hui, j'insiste là-dessus. Vous savez, moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, on a un chef de l'État qui n'est pas insensible, si vous voulez. Et ma ferme conviction demeure que, au moment opportun, il saura faire, comme on dit dans le jargon populaire, le geste qui sauve. Et vraiment, on attend le geste qui sauve. Nous sommes dans une situation de fracture multiple, ok? Jean Danton, avec le geste qui sauve, on va aller dans cette fracture-là. Ouais. Le geste qui sauve, qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Pour être plus précis, hein, avec tous les téléspectateurs du Cameroun et du monde. Oui, attendez, vous parlez de... qu'est-ce que je mets dedans? Attendez, quand vous avez un père de famille, soit avec beaucoup d'enfants qui ont échoué à l'école, ou avec beaucoup de choses qui se sont perdues dans la maison, ou avec beaucoup de jeunes filles qui reviennent en retard le soir, moi je vous pose la question, est-ce qu'il faut brûler la famille? Est-ce qu'il faut brûler la maison? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, le père c'est le sage. Il sait comment reprendre son monde, la famille, la maisonnée en main. Il faut apaiser, il faut pardonner et il faut dire, écoutez, on va recommencer. Je sais que vous êtes faillible, même moi-même je suis faillible. Et maintenant, je vous pardonne tous. Je vous enjoins de ne pas recommencer. Voici comment nous allons marcher droit là-bas. Et voilà. Vous parlez là d'une espèce de pardon, de réconciliation. C'est vrai que je vous saisis, mais je ne vous saisis pas très bien. Je voudrais que l'homme de la rue vous saisisse aussi. Attendez, vous me dites que l'homme de la rue me saisisse. Ça dit le Camerounais. Oui, mais comment c'est pas plus compliqué. Vous savez, nous avons connu une année 2016 qui est passée par trop de douleurs, en commençant par l'accident du train. Il y a eu des prières, des messes et tout, des incantations. Mais la vraie décision, les vraies paroles, le vrai geste et les vrais gestes sont en réalité ceux qui viennent de la plus haute autorité du pays pour calmer, pour apaiser, pour rassembler, pour ressouder, que ce soit dans le contexte de la crise avec nos compatriotes, avec les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Le chef de l'État détient les clés, si vous voulez. Et c'est en cela que je dis, le cas Yves Michel Fosso est simplement révélateur de la dimension d'humilité et de réserve qu'il faut avoir lorsque l'on examine ou lorsque l'on apprécie une situation. Yves Michel Fosso approche 60 ans.
Il a un pas de 60 ans et il a passé vraiment la crème, le moment de la crème. Ça, c'est comme quelqu'un m'a dit, un oiseau abattu en plein vol. Mais c'est rien, vous savez, l'histoire a ses sens de réparation. Et je pense que, je vous l'aurais dit, moi, ma conviction, c'est que le président de la République sait ce qu'il fait pour tout ce monde-là. Il sait aussi, il comprend les souffrances, les douleurs et les fractures que tout cela entraîne. Et il ne va pas manquer de faire, une fois de plus, le geste qui sauve. Ensemble, une grâce à la limite collective. Alors, vous avez parlé de fracture et c'est là que je vous rappelais de nous dire un peu ce que vous mettez dans le geste qui sauve. Vous l'avez déjà dit de manière claire. Alors, les fractures, c'est lesquelles? Mais, écoutez, moi, il y a des choses qui m'inquiètent beaucoup. Si vous prenez une scène de circulation chez nous, dès qu'il y a un petit accident, les gens deviennent des loups. Tu sais à qui tu as affaire, on sort le téléphone portable et tout. Je pense que tout cela n'est pas très bon signe pour un pays. Ça, c'est d'un. Et de deux, vraiment l'adage populaire selon lequel les gros poissons mangent les petits, il y a trop de caïmans dans l'eau, n'a jamais été aussi vrai que dans le contexte actuel. Il y a un approfondissement de la fracture entre les pauvres et les riches, entre les hauts fonctionnaires et le reste du peuple, entre le niveau de développement des infrastructures collectives dans notre pays, avec le potentiel naturel des richesses du pays. Nous parlons, vous savez, on va revenir sur beaucoup de choses. Quand vous avez 20 000 enseignants qui sont sans salaire, vous avez un médecin qui sort de l'école après 8 ans et qui touche 200 000, 150 000. J'ai conversé tout à l'heure avec des magistrats à qui je suis allé dire bonjour. Vous savez que j'ai rencontré des vice-présidents de tribunal qui a 9 ans, 10 ans d'ancienneté dans la magistrature et qui touche moins de 400 000, dans les 280 300 000 francs. Dans le même temps, vous avez une secrétaire à la CNPS ou à la SNH qui touche 1,5 million, qui touche 700 000. Il y a des choses qu'il faut voir. Vous avez un jeune qui a un doctorat, quand on recrute à la fonction publique, on dit c'est 25 000. On le paye 80 000. On le paye 110 000. Et vous avez quelqu'un d'autre qui a une licence, qui est dans une autre administration, qui touche 700 000. Et je pense qu'il y a des gros problèmes. Vous avez un fonctionnaire qui a 200 000 de salaire, qui a un Land Cruiser de 80 millions. Vous avez des véhicules CA partout, dans les marchés, dans les deuils au village, alors que la réglementation interdit. Ça, c'est un gros problème. Et il y a une reprise en main absolument indispensable. Il y a longtemps qu'on a dit que l'école primaire serait gratuite, mais on n'a jamais aussi payé l'école primaire. À la rentrée scolaire, vous avez dans les lycées pratiquement des circuits pour payer 200, 500 000 pour recruter les gens. C'est un très 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 gros problème. Mais l'autre question, c'est de dire, moi je refuse l'idée souvent de la tête du poisson pour le poisson. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas au président de la République ou au Premier ministre de descendre sur le terrain, de faire tout. Ils ont certainement la responsabilité de superviser, mais le patriotisme a foutu un peu le camp chez nous. Il faut que chaque Camerounais, en son âme et conscience, exprime un peu de responsabilité et le manifeste. Moi, je ne peux pas passer une bagarre en honte. Il m'arrive de descendre de mon véhicule pour gérer la circulation. Or,
Je suis content parce que j'ai vu que le secrétaire d'État à la gendarmerie, le ministre Jean-Baptiste Boka, a sanctionné durement 2 gendarmes. Mais il y a plusieurs années que j'écris là-dessus. Je vais me demander qu'on supprime, n'est-ce pas, la brigade routière. C'est très grave. Aujourd'hui, c'est des péages. C'est même des braquages. Les brigades sont des péages. Oui, c'est des péages. Vous allez à l'entrée du pont Lalibamba, vous allez à la sortie Bonabéry, vous allez sur les routes de l'Ouest. Moi, j'ai comptabilisé entre Douala et Yaoundé un jour 48 barrières. Moi, c'est des barrières pour moi. Alors que la réglementation interdit, par exemple, qu'un gendarme soit seul, maintenant, ils sont de plus en plus seuls. Dès 4 h le matin, il m'est arrivé de voyager à 1 h le matin, il y avait un gendarme. Et c'est des points précis, ils ne se déplacent pas. Les conducteurs descendent des véhicules avec l'argent. Ils ne sortent même plus les pièces, ils donnent l'argent, ils repartent. Là, nous avons de très gros problèmes. Il faut les résoudre. Ça fait partie des fractures. C'est des fractures, voilà. Oui, et là, franchement, quand on vous dit qu'on délibère au baccalauréat avec 7 de moyenne et tout, moi, c'est des choses qu'on n'avait jamais entendues. Ce pays a formé beaucoup de génies. Et Dieu nous a tellement bénis, tellement aimés. On est le 2e pays en termes d'irrigation en Afrique. On a tous les climats, on a toutes les terres possibles. Il ne faut pas que Dieu se fâche. Je pense qu'il ne va pas se fâcher, parce que nous allons nous ressaisir. Moi, je compte sur le chef de l'État. On va se ressaisir. Je compte sur le chef de l'État, il va le faire. Alors, on rentre sur le cas Yves-Michel Futso. Vous l'avez compris, vous avez plaidé pour lui. Vous dites maintenant les particularités. Vous venez de brosser là un tableau synoptique de cette situation de l'opération Épervier. Alors, la question que beaucoup qui peut-être souhaiteraient le pardon risqueraient de vous poser, et je me dois de la poser, c'est que quelle serait la mesure de la réparation? C'est-à-dire que beaucoup d'argent finalement a été détourné, ou peut-être peu. Comment refaire la mesure ou la moyenne dans cette affaire? Vous savez, je prends souvent le cas de l'Afrique du Sud. Dieu les a beaucoup aidés. Vous savez qu'en fait, l'apartheid est reposé sur des Noirs corrompus, des traîtres au sein de l'ANC. S'il avait fallu faire les procès, les juger tous et les tuer, on aurait brûlé l'Afrique du Sud. Vraiment, moi personnellement, j'ai beaucoup grandi. Les discours que je tenais dans les années 90 même, ou lorsque j'étais étudiant, je ne peux plus les tenir de manière radicale. Mais les principes sont restés fermes. Je suis résolument engagé pour lutter contre les injustices, les abus de toutes sortes. Mais, mon cher frère, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin pour obtenir parfois que le plus grand nombre soit en paix et que la justice règne. Moi, je suis prêt aujourd'hui à me coucher pour qu'un camion me passe dessus, pour que le Cameroun soit bien et que certaines injustices s'arrêtent. Ça me permet de revenir, par exemple, sur le cas de cette crise au sein de l'EEC, l'Église évangélique du Cameroun. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. On ne peut pas tricher aussi grossièrement et manquer à sa parole de manière aussi grossière. Tout ça, c'est à cause du contexte que nous vivons. Les gens se sont habitués à mentir, à ne plus respecter leurs paroles, à penser qu'ils peuvent frauder et rester impunis. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut avoir dorénavant beaucoup de recul et penser d'abord au Cameroun, aux enfants que nous laissons derrière nous. L'argent, comme m'avait dit un inspecteur de travail qui était allé travailler à Bafoussa, les gens vous disent j'ai mes 2 bras pour travailler, les droits que les patrons doivent payer, qu'ils gardent leur malchance parce qu'ils m'ont licencié pour rien. Je veux vous dire, vous savez, depuis qu'on a mis les gens en prison, nous avons encaissé combien? Vous répondez? Est-ce qu'on a... pratiquement rien. Est-ce qu'on a cessé de voler? Si on vous dit qu'on a encaissé 4 milliards, ça représente quoi par rapport aux libertés des gens et tout? Personne n'a cessé de voler et ça continue.
Dans le même temps, vous savez vous-même que, parce que nous n'avons pas suffisamment structuré nos mécanismes de gestion publique, avant qu'un concours ne soit lancé aujourd'hui, chacun a positionné un petit frère, un cousin, un tas de trucs. Des amis, des concubines, des comparses. Quand vous mettez un directeur en prison, quand vous savez, c'est tout un coup de pied dans la fourmilière. Je ne dis pas qu'on doit tolérer le vol, mais... On a risqué de oui, comprendre cela. Oui, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'insiste encore là-dessus, sur la distinction dans le cas de Michel Fosso, Oui. qui a mis son argent, qui s'est sacrifié pour ce pays, y compris individuellement pour certaines personnes au plus haut niveau, et qui ne méritait pas ça. Mais dans le même temps, j'insiste, pour dire qu'il ne faut pas tenir un discours qui aboutirait à lier les mains du chef de l'État, en disant personne n'a rien fait, tout le monde est blanc, tout le monde est propre. Ah, vous ne le dites pas. Ah non, parce qu'à ce moment-là, on demanderait au président de la République, avalise les voleurs, sanctionne tout le monde. Ce n'est pas ce que nous disons. Avec tout ce que j'ai cité tout à l'heure et exposé, il y a des malfaisances dans notre pays. Et je dis simplement que, à un moment donné, il faut qu'on se ressaisisse pour se demander si ce ne sont pas nos bases institutionnelles qui sont responsables des comportements de déviance. Et puis, que doit faire le père de famille? Ça me paraît fondamental. Et on est quand même un pays où le pape est venu 4 fois. Il n'y a pas 20 pays comme ça dans le monde. Mais on a cessé de voler. Non, non plus. Mais je vais simplement dire qu'on a quand même une dose de bénédiction qu'il faut faire prospérer et dont il faut avoir conscience. Comment donc? Oui. Quand vous dites comment, attendez, la question n'est pas là. La question c'est, est-ce que nous savons, pouvons et voulons nous mettre effectivement ensemble aujourd'hui pour penser le destin du Cameroun de manière solidaire, de manière moins douloureuse. Et pour cela, je réitère, même lorsque j'organise cette plaidoirie, vous savez, j'étais partout. J'ai rencontré des dignitaires religieux et traditionnels. Ce qu'ils m'ont dit parfois, j'ai encore le souvenir, j'ai été changé en sortant de cette tournée-là. Contrairement à ce que vous pensez, presque tous les Camerounais sont conscients de la situation de notre pays, c'est-à-dire qu'il y a trop de fractures, il y a beaucoup de malfaisance, et il faut qu'on se réveille, qu'on prie abondamment, qu'on se soude les coudes. Mais prier, c'est aussi, dans le même temps, parler de manière à donner la possibilité au chef de l'État qu'il sache qu'il est compris, lui, le chef de l'État. Alors, et qu'en tant que père, effectivement, ce ne sont pas ces décisions qui sont en cause. Ce sont des prières pour le renforcer dans la sagesse de nous permettre de nous ressaisir. Vous savez, le père au nom, on passe le temps à lire sa Bible. Je vous assure. Marafa reçoit beaucoup. Yves Michel, la plupart du temps, réfléchit sur ses entreprises. Le jeune Belinga, il passe le temps entre l'hôpital et la prison. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont très bien traités. Ah, ils sont bien traités. Oui, ils sont bien traités. Là, vraiment, pour ça, ils sont traités avec dignité. Mais c'est quand même la prison. Voilà. À vous entendre, c'est le cœur qui bat. Et même quelque part, vous dites, il faut prier. Beaucoup de téléspectateurs, je rappelle que nous sommes suivis là, sur YouTube, sur Facebook, un peu partout dans le monde, risquent de dire, décidément, le célèbre Chandan Tomé en train d'inviter les gens pour entrer dans les églises comme dernier remède. Non, je pense que non. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Non, pas du tout. C'est un hymne à la solidarité et à l'humilité. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Je ne peux pas comprendre que dans un pays
tout le monde est chef. Tout le monde est patron. Dans un pays, tout le monde est chef. Tout le monde est patron. Tout le monde est important. Tout le monde est directeur. C'est le pays des docteurs, des agrégés, des professeurs, des chefs de ceci et de cela. Conséquence, vous allez à l'aéroport, personne ne respecte les règles de sécurité, chacun veut entrer partout, on bouscule les policiers, dans la rue, on interpelle certaines personnes qui ne s'arrêtent même pas. S'ils s'arrêtent, c'est pour sortir le portable, pour appeler un tel à Yaoundé, un tel à tel endroit. Mais, attendez, on fait quel genre de pays comme ça, mon cher ami, où il n'y a pas de règles, personne ne veut rien respecter. Mais c'est une terrible malédiction. Il faut qu'on se ressaisisse. Ce n'est pas non plus une affaire de parti politique. Ce n'est pas même pas une affaire d'église. C'est une affaire de logique élémentaire et de raisonnabilité. Mais on vous dit qu'il y a des affaires devant les tribunaux qui attendent depuis 5 ans. C'est renvoyé tous les jours. On rabat les délibérés. On fait ceci. Quand vous voulez accuser le premier magistrat, quand il vous sort ce que lui-même il vit par ailleurs, vous reculez. Quand vous allez à la fonction publique, regardez la situation des médecins. On dit qu'ils consultent dans les quartiers. Mais un enfant qui a fait 8 ans de médecine, s'il est passé par l'université des montagnes ou par les autres universités privées, les parents ont dépensé au moins 20 millions pour les 8 années de médecine. Il sort pour toucher 50, 150 000, sans maison, sans rien. Il aura une maison quand? On fait des maisons aussi, le minimum de prix c'est 30 millions. Vous pouvez économiser 30 millions quand? En touchant 200 000 de salaire, 150 000 de salaire. Il faut voler, il faut rançonner les usagers, il faut faire plein de choses. Alors, je vais vous dire, nous avons vraiment tout à refaire, à refonder les bases d'un État moderne, à recréer les fondements d'un consensus. Vous savez, l'UPC avait commencé quelque chose de très important, les mariages transversaux et transethniques. Vous comprenez? Je suis très content aujourd'hui de constater, en commençant y compris par moi-même, ma fille aînée n'a pas épousé, ça c'est fondamental, c'est très important. Alors que beaucoup, je ne vous coupe pas, vous allez aller dans ce sens, je vous relance juste, beaucoup vous considèrent comme si c'est quelqu'un qui défend premièrement la tribu. Excusez-moi. Ils ont tort, je pense que non, mais ça ne me ressemble pas ça. D'abord parce que mon parcours personnel m'éloigne du sectarisme, ça c'est très important. Je demeure un notable Bamileke, héritier d'une très très grande famille dans mon village de Bangou, mais je suis un enfant de Daïdo, monsieur. Je me considère comme un Sawa, je l'ai souvent dit et je l'assume, monsieur. Jusqu'aujourd'hui, je peux nager et traverser le Vouri de Daïdo jusqu'à Monaberi. Je l'ai appris dans l'eau, sous les billes de bois. Je ne l'ai pas appris à Bangou ou bien à Bafoussa, monsieur. Et puis, beaucoup de Bamileke pensent que les génocides ou bien les têtes coupées, c'était seulement à l'ouest. Non, monsieur. J'ai été à l'école principale de Ndom. J'ai fait une partie de l'école primaire. Ndom, c'est en Pays Bassa. En Pays Bassa. Je parle et j'écris le Bassa correctement, monsieur. Et je peux vous dire, j'ai vu des têtes coupées en Ndom. Vous comprenez? Ça, c'est tout le Cameroun qui a souffert de la colonisation, qui a souffert de la brutalité, de l'oppression. Beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, on a tendance à parler du génocide en présentant une seule religion. Ensuite, monsieur, je suis établi à Yaoundé. Je peux revendiquer que je suis un étudié aussi. C'est là que j'ai commencé ma carrière de fonctionnaire. J'ai de la famille à étudier, ainsi de suite. Donc, je pense que les gens ont tort. Le Nord Cameroun, j'ai même une partie de la famille dans le Nord, monsieur. Je suis un peu Massa aussi. Les gens ont tort. Je pense que quand nous allons cesser de faire des projections individuelles en termes de tribus, nous allons vraiment commencer à construire le Cameroun. Et je pense que ça me paraît fondamental. C'est pour cela que je félicitais. Et c'est pour ça que vous disiez que votre fille... oui, monsieur, j'en suis tellement fier parce que je peux prendre toute ma famille, hein, y compris des sœurs et tout.
Dans ma famille, j'appelle souvent ma famille les Nations Unies. Il y a des sœurs qui ont épousé des Guinéens, un Guinéen, une autre a épousé un Centrafricain, l'autre un Tchadien. Et maintenant, les enfants vont dans tous les sens. C'est extraordinaire. Nous ne pourrons jamais arrêter ça. Le ministre Soma dit un jour, mais ça date au mai. Dans 20 ans, nos enfants diront que nous étions des fous, des attardés mentaux. Parce qu'ils ne comprendront pas pourquoi nous parlions même des tribus. Parce qu'ils ne connaissent pas tout ça. Moi-même, j'ai parlé du ministre Laurent Esso. Oui, dont quelqu'un que je connais très bien, qui est doué d'une immense culture anthropologique. Donc, ça, c'est des choses... Moi, j'ai 63 ans aujourd'hui. C'est maintenant, d'ailleurs, que je réalise qui était de quelle tribu. J'ai grandi à Daïdo, nos amis... D'ailleurs, on mange tout, on n'a pas de plat, on n'a plus de plat national au Cameroun. Et quand j'étais petit, je ne connaissais pas un plat américain, un plat machin. Alors, Chandam Tombé, ouais. Vous êtes, et votre franc-parler est admirable. Alors, dans ce dossier Opération Épervier, ouais, c'est comme si les arrestations et les emprisonnements ont créé une fracture tribale, ou au point que quand on arrête tel, ils viennent de tel, quand on arrête tel, là-bas on se soulève, et ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas malaise à ce niveau? Je dois vous dire non. Là encore, je pense qu'il faut savoir raison garder. C'est vrai que dans tout ce qui se fait au Cameroun, je l'ai dit une fois, hein, parce que il m'est arrivé de discuter avec au moins 2 entraîneurs de l'équipe nationale. Et ils m'ont dit tout ce qui se disait au ministère des Sports. Non, 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 il y a trop de Bamileke ici, il y a trop de Bassa, il faut équilibrer, il nous faut quelqu'un d'anglophone, il faut quelqu'un du Nord. Et hélas, même à la morgue, j'ai peur qu'à la morgue, à un moment donné, on dit, non, attendez, il y a trop de Bamileke, trop de Bassa ou trop de Wondo, il faut réserver 3 casiers pour les Sawa, pour les Peuls. Vous savez ce que Dave Mokhtar m'a dit? Dave Mokhtar, c'est un artiste. Je l'ai rencontré dans une station de métro à Paris et on a sauté l'un sur l'autre, on s'est mis à rire. Il m'a dit, hi bro, what is news from home? Je lui ai dit, mais les nouvelles sont très bien. Il me dit, attends, j'ai fait un sketch, il va arriver au Cameroun avec. Alors son sketch, c'est ceci. Au ciel, Dieu est au ciel, il a mis des gens pour gérer les cadavres, et puis on a arrangé les places et tout, et il y a les cadavres qui viennent de tous les pays. Alors les cadavres viennent d'Espagne, on dit bon, voilà les Espagnols là-bas. Les cadavres viennent du Canada, voilà le cimetière des Canadiens. Les cadavres viennent de Côte d'Ivoire, voilà le cimetière des Ivoiriens. Ça vient de Birmanie, voilà le cimetière des Birmans. Des États-Unis, voilà. Alors maintenant, les cadavres viennent du Cameroun et les gens là ils disent, ah, c'est les cadavres du Cameroun. Ah non, 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 attendez, dans le cimetière du Cameroun là, il faut d'abord vérifier, peut-être que le quota de Sawa est plein. Si le quota de Sawa est plein, il faut retourner le cadavre là au Cameroun. Ah, vous voyez, c'est très grave. C'est-à-dire qu'il a imaginé un sketch qui montre que même dans la douleur, même dans la mort, il faut faire l'équilibre ethnique. Ah, c'est pour répondre à votre question. Malheureusement, ce sentiment s'est installé que dans l'opération Épervier également, on voulait baliser tout le pays et puis s'assurer que aucun côté ne se plaigne que c'est lui seul qui est visé. Bon, mais cela dit, je reviens et j'espère que c'est peut-être le mot de la fin. Laissons l'intelligence et la sagesse de notre destin entre les mains de celui en qui Dieu a placé cette responsabilité pour le moment. C'est le chef de l'État, c'est Paul Biya. Lui seul sait comment il entend sortir de l'histoire ou être souvenu et rappelé dans l'histoire. Mais cette histoire de cette situation d'opération Épervier, en réalité, lui donne un angle d'action extraordinaire et unique.
moi, je reste convaincu que c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur et qui, en réalité, doit même souffrir de cette situation. Moi, je pense que, tel que par exemple je présente le cas de Yves Michel Fosso, ça me fait pleurer un peu tous les jours, mais pas moi seul. Mais on peut dire la même chose, sans que ce soit les mêmes critères pour beaucoup d'autres. Il faut à un moment donné savoir pardonner. Je pense que Paul Biya en est capable. Merci, hein. On va vers la fin de cet entretien. On ne peut pas vous avoir sur un plateau d'entretien et ne pas parler de votre abondante production. Comment vous faites pour écrire tous ces livres? Vous savez, j'ai dit à quelqu'un un jour que j'écrivais des livres comme une machine qui fait le popcorn. Je ne me suis pas trompé. J'ai toujours un livre chez l'éditeur, un en lecture, un sur ma table en train d'être gribouillé. Mais si vous insistez beaucoup, je vais vous dire, vous demandez aux 1000 pattes de vous expliquer comment il marche. Et il ne peut pas parce qu'il va se bloquer. Et alternativement, je dirais quand même que c'est une honte. Je me souviens en 2004, lorsqu'il a fallu signer des motions de soutien pour soutenir la candidature du chef de l'État, on a vu près de 4000 enseignants qui ont signé des pétitions d'université. Ben, je peux vous dire qu'annuellement, le Cameroun ne produit pas 4000 livres. C'est une grosse honte. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de bouffeurs que d'enseignants. Et ensuite, flagonneur, je regrette. Ça me permet de m'élever contre l'autre tendance à parler de panafricanisme, de l'Afrique a créé ceci, on était les premiers hommes et tout. Produisez donc! On allait à l'école en lisant les Sartre, les machins, les auteurs européens. Vous voulez qu'aujourd'hui, nos enfants, dans 20 ans, continuent à n'avoir ça que ça comme référence? C'est une catastrophe. À mon avis, on ne devrait verser aucun sou à un enseignant, même pas son salaire, qui passe 3 ans sans produire un livre. C'est une catastrophe. C'est le pays le plus rempli de docteurs, d'agrégés, d'ingénieurs, machin. Mais à la fin d'une année, parcourez les rayons des bibliothèques pour voir où sont leurs productions. Il n'y a rien. Alors, moi, Sanda Toumé, je suis comme le 1000 pattes qui marche bien avec ses 1000 pattes, c'est tout. Vous savez, prêt qu'on entre dans le creuset au fur et à mesure de vos productions? Ah, moi, écoutez, on écrit pour être critiqué, pour être lu, pour être interrogé sur ce qu'on dit. Je suis tout à fait disposé chaque fois que vous m'inviterez pour cet exercice. Par exemple, vous parlez de la problématique du génocide Mamileke. On sait que lorsque le président français, l'ex-président français, François Hollande est venu au Cameroun, il y a eu la problématique de la déclassification des documents ou des dossiers secrets de la France. Je préfère qu'on remette ça à une autre édition, hein, et nous aurons tout le temps d'en parler amplement et diversement. Alors, si vous regardez la caméra, relativement à cet entretien, quel est le message que vous donnerez aux Camerounais? Parce que vous avez balayé beaucoup d'horizons. Ah, vraiment que nous soyons un peu plus humbles et plus travailleurs. C'est tout. Et nous avons construit une société où les gens sont devenus des loups entre eux. Et moi, je ne comprends pas comment on en est arrivé là. Il faut qu'on soit un peu plus solidaires. J'ai envie de retrouver l'ambiance de mon enfance, où nous étions tous Camerounais, on ne connaissait pas qui vient d'où, ainsi de suite. On n'avait pas cet esprit de mal là. Mais je suis convaincu qu'on va y arriver. Et c'est l'effort de chacun de nous. Et la situation actuelle n'est pas la responsabilité seule du chef de l'État, du Premier ministre, du policier, du magistrat ou du professeur ou du médecin. C'est une responsabilité collective, parce que c'est un système dans lequel nous existons et naviguons tous. Chacun doit faire un effort pour que ça change. Vous dites quoi à ceux qui sont en prison, que vous avez visités? Que je visite tous les jours. Oui. Je leur dis courage, je leur dis que je suis convaincu, c'est ma conviction ferme, le chef de l'État
sait comment ils sont arrivés là-bas. Lui seul sait comment ils en sortiront, avec l'aide de Dieu. Merci de nous avoir accordé cet entretien au pas de course. Je vous en prie. Madame, monsieur, c'est terminé pour cet entretien abondamment fourni en termes d'informations, en termes de questionnement de la société camerounaise, mais avec des réponses et une lecture assez objective, mais une lecture beaucoup plus réconciliante, basée sur un vecteur, à savoir le pardon, pour refaire la société camerounaise. Vous avez certainement suivi Champ d'Antoine. Il nous reviendra une autre fois, madame, monsieur. Bonsoir.